Dans la cabine feutrée d'un vol Paris-Montréal, où le luxe scintille à chaque détail, fauteuil de cuir crème, hublot cerclé d'or, lumière tamisée, une tempête éclate, brutale, inattendue. Une voix stridente déchire l'air comme une lame. « Madame !» crache Claire Dupont, hôtesse de l'air au chignon impeccable, son regard perçant fixé sur une femme enceinte, peau ébène, assise près du hublot. « Cette place n'est pas pour vous. Dégagez en classe économique, maintenant !» Le silence s'abat, lourd, oppressant. Les passagers, figés, tournent la tête. Certains murmurent, d'autres baissent les yeux, mais aucun ne bouge. Amara Diop, la femme visée, 7 mois de grossesse, vêtue d'une robe fluide et d'un châle discret, lève un regard calme, presque irréel. Ses mains, posées sur son ventre rond, ne tremblent pas. Pourtant, l'humiliation, comme une vague brûlante, menace de l'engloutir. Claire, campée sur ses talons, bras croisés, ricane. « Vous m'avez entendu? Ce n'est pas votre place !» Sa voix, dégoulinante de mépris, résonne dans la cabine, un écho cruel amplifié par le silence complice des autres. Si cette injustice vous révolte, si ce mépris vous fait bouillir le sang, likez cette vidéo et laissez un commentaire. Justice pour Amara. Criez votre indignation, partagez d'où vous regardez, et ensemble, faisons trembler les murs de l'injustice. Amara, 32 ans, savoure ce vol comme une parenthèse de paix. Un rare moment de répit dans une vie rythmée par le travail et les préparatifs pour l'arrivée de son bébé. Son billet de première classe, un cadeau de son mari, Antoine, est plus qu'un simple bout de papier. C'est une preuve d'amour, un symbole de sa tendresse et de sa fierté. Elle a soigneusement plié son châle sur ses genoux, glissé un roman dans la poche du siège et ajusté son dossier avec une délicatesse instinctive, attentive à son confort et à celui de l'enfant qu'elle porte. Son visage, illuminé par la lumière douce du hublot, rayonne d'une sérénité fragile, celle d'une future mère qui se sent, pour un instant, protégée par le luxe de cette cabine. Ses boucles noires, retenues par un simple bandeau, encadrent un sourire discret, presque timide. Mais dans cet avion, cette sérénité est une provocation, un affront aux yeux de certains. Les passagers affluent dans l'allée, leurs costumes sur mesure impeccables, leurs sacs de marque jetés négligemment sur les sièges, leurs parfums coûteux emplissant l'air. Ils s'installent avec l'aisance arrogante des habitués, échangeant des banalités sur le vin servi à bord ou les affaires conclues à Paris. L'équipage, en uniforme bleu marine aux boutons dorés, circule avec une précision militaire, distribuant des sourires polis mais mécaniques. Claire Dupont, hôtesse depuis 15 ans, arpente l'allée comme une reine en son royaume, son badge brillant comme un insigne d'autorité. Ses yeux scrutent chaque passager, distribuant des hochements de tête automatiques, des sourires calculés. Mais lorsqu'ils se posent sur Amara, ils se durcissent, se plissent, se chargent d'une hostilité inexplicable. Un rictus tord ses lèvres, comme si elle venait de flairer une intruse. Elle s'arrête net, ses talons claquant sur le sol, son corps bloquant l'allée comme une barrière infranchissable. « Madame », dit-elle, le mot tranchant comme une accusation, « vous êtes clairement dans la mauvaise section. » Amara, surprise, cligne des yeux, déconcertée par la virulence de l'attaque. « Je crois que c'est ma place », répond-elle, sa voix douce, presque un murmure, teintée d'un accent léger, vestige de ses origines sénégalaises. Elle fouille dans son sac à main, un modèle simple en cuir usé, et en sort son billet, qu'elle tente avec une main assurée, malgré le regard perçant de Claire. L'hôtesse le saisit d'un geste brusque, l'examine à peine, ses lèvres se pinçant en une moue de mépris. Puis, dans un geste théâtral, elle jette le billet sur les genoux d'Amara, comme s'il était souillé, indigne de ses doigts manucurés. « Première classe ?» ricane-t-elle, sa voix assez forte pour que les têtes se tournent, attirant l'attention des passagers voisins. « C'est réservé aux clients de prestige. Pas à... » Elle s'interrompt, mais son regard, glissant lentement sur la robe fluide d'Amara, ses sandales plates, son châle légèrement usé, hurle ce qu'elle n'ose formuler. Les joues d'Amara s'embrasent, une chaleur cuisante montant de sa poitrine. Pourquoi elle? Pourquoi cette hostilité ciblée? Elle a voyagé 1000 fois, en classe économique avec des étudiants, en classe affaires pour le travail, mais jamais, jamais, on ne l'a traitée ainsi. « C'est mon siège », insiste-t-elle, sa voix plus ferme, mais toujours polie, empreinte d'une dignité qui refuse de plier. Claire plisse les yeux, son sourire venimeux s'élargissant,
comme si la résistance d'Amara ne faisait qu'attiser son mépris. « Où est votre mari » lance-t-elle, son ton dégoulinant de condescendance, comme si Amara était une enfant égarée, incapable de voyager seule. « Je voyage seule », répond Amara, son regard planté dans celui de Claire, luttant pour contenir la tempête qui gronde en elle. À cet instant, un couple assis de l'autre côté de l'allée, les Lefebvre, Monsieur Lefebvre, un homme grisonnant en costume 3 pièces taillé à Savile Row, et Madame Lefebvre, parée d'un collier de perles et d'une robe Chanel d'un blanc éclatant, échangent un regard amusé, leurs lèvres esquissant des sourires cruels. « Elle a dû se tromper de cabine », chuchote Madame Lefebvre, assez fort pour être entendue, sa voix mielleuse mais venimeuse, ses doigts jouant avec son collier comme une reine manipulant ses bijoux. Son mari ricane, ajustant sa cravate en soie. « Regarde ses vêtements, elle n'appartient pas ici, elle a probablement volé ce billet. » Leurs mots, comme des flèches empoisonnées, transperçant Amara, chaque syllabe s'enfonçant dans sa poitrine comme une lame. Elle sent les regards des autres passagers, certains curieux, d'autres gênés, mais tous silencieux. Un homme d'affaires, Pierre Roland, la cinquantaine, costume gris et lunettes à monture fine, pianote sur son ordinateur portable, un sourcil levé, mais ne dit rien, comme si l'altercation était une nuisance mineure. Une jeune femme, en tailleur bleu, jette un coup d'œil furtif avant de replonger dans son magazine, évitant soigneusement tout contact visuel. Claire, galvanisée par l'approbation tacite des Lefebvre, se redresse, son uniforme impeccablement repassé, soulignant son autorité autoproclamée. « Écoutez, » dit-elle, sa voix plus dure, presque venimeuse. « Je ne sais pas comment vous avez eu ce billet, mais la première classe, ce n'est pas pour des gens comme vous. » L'insulte, crue, explicite, claque comme un coup de fouet. Amara sent sa gorge se nouer, ses yeux piqués, mais elle refuse de céder, de donner à Claire la satisfaction de la voir brisée. « Je ne comprends pas pourquoi je dois partir, » murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, un mélange de douleur et de défi. Les Lefebvre éclatent d'un rire strident, leur voix résonnant dans la cabine comme des éclats de verre. « Quelle audace !» s'exclame Madame Lefebvre, jouant avec son collier, ses yeux pétillants de mépris. « Elle pense vraiment qu'elle peut s'asseoir ici ?» Son mari renchérit, sa voix grave et moqueuse. Une honte pour les vrais clients de première classe. Elle devrait être reconnaissante qu'on la laisse monter à bord. Leur moquerie, amplifiée par le silence complice des autres, écrase Amara comme une vague. Pierre Roland soupire bruyamment, agacé par le bruit, mais continue de pianoter, indifférent. Une femme âgée, en tailleur gris, murmure à son compagnon. « Quelle scène désagréable !» Mais elle ne fait rien. Personne ne fait rien. Claire, sentant le vent en sa faveur, pose les mains sur les hanches, son impatience palpable. « Si vous ne bougez pas maintenant, » menace-t-elle, sa voix froide, calculée, « j'appelle la sécurité. Ce sera encore plus humiliant pour vous. » La menace, comme un uppercut, frappe Amara en plein cœur. Elle pourrait brandir son billet, exiger qu'on vérifie, insister sur son droit, mais à quoi bon? Qui la croirait face à cette femme bardée d'autorité, soutenue par les rires arrogants des Lefebvre et l'indifférence des autres? Lentement, elle ramasse son sac, ses doigts tremblants, la honte l'envahissant comme une marée brûlante. Elle se lève, tête baissée, son ventre rond semblant peser plus lourd que jamais, et entame la longue marche vers l'arrière de l'avion, chaque pas résonnant comme une capitulation forcée. Claire, implacable, la suit de près, ses talons claquant sur le sol comme des coups de marteau, un rythme cruel et implacable. « Plus vite !» aboie-t-elle, sa voix dégoulinante de mépris, chaque mot conçu pour blesser. « On dirait que vous allez pleurer. Ridicule! Pathétique !» Les mots, comme des lames, s'enfoncent dans le dos d'Amara, déclenchant un nouvel éclat de rire des Lefebvre. « Regarde-la, elle tremble comme une gamine !» raille Madame Lefebvre, son mari ajoutant avec un rictus. Elle devrait remercier qu'on ne l'ait pas jetée de l'avion. Chaque pas d'Amara est une épreuve, chaque regard détourné des autres passagers, certains gênés, d'autres indifférents, un coup supplémentaire. Une adolescente, écouteur sur les oreilles, lève les yeux, semble hésiter, mais replonge dans son téléphone. Un homme en costume, un verre de champagne à la main, murmure à sa voisine. Quelle perte de temps! L'humiliation s'incruste dans la poitrine d'Amara, un poids écrasant, insupportable.
Elle trébuche légèrement, son sac glissant de son épaule, et Claire aboie. « Attention, vous salissez l'allée !» Les rires des Lefebvre redoublent, stridents, insoutenables, leur voix emplissant la cabine comme un cœur malveillant. En classe économique, Amara s'effondre dans un siège étroit, coincé entre un hublot rayé et un accoudoir dur qui s'enfonce dans ses côtes. L'espace est exigu, oppressant, un contraste brutal avec le luxe moelleux de la première classe. Elle serre son sac contre son ventre, comme pour protéger son bébé de cette cruauté, luttant pour ne pas craquer, pour ne pas donner à Claire et aux Lefebvre la satisfaction de l'avoir brisé. Ses yeux rougis fixent le dossier du siège devant elle, mais elle refuse de pleurer. Elle refuse de leur offrir cette victoire. Une autre hôtesse, Sophie Martin, jeune, aux cheveux châtains attachés en queue de cheval, l'observe depuis l'allée. Elle a assisté à la scène de loin, entendu les insultes, vu les rires des Lefebvre, et une colère sourde bouillonne en elle. Sophie, fille d'une famille modeste, connaît trop bien le poids des jugements hâtifs, des regards qui condamnent sans réfléchir. Hésitante, elle s'approche, ses pas légers contrastant avec la brutalité de Claire. « Madame, est-ce que ça va ?» demande-t-elle, sa voix douce, presque un chuchotement, empreinte d'une compassion sincère. Amara hoche la tête, incapable de parler, et murmure, la voix brisée. « Ils m'ont forcé à partir. J'avais un billet. » Sophie fronce les sourcils, son cœur se serrant. Elle travaille avec Claire depuis 2 ans, connaît son arrogance, sa manie de cibler certains passagers, ceux qui, selon elle, ne correspondent pas. « Restez ici, » dit Sophie, sa voix ferme, déterminée. « Je vais vérifier. » Elle se dirige vers la galerie, où Claire sirote un thé, un sourire satisfait aux lèvres, plaisantant avec un steward comme si rien ne s'était passé. « C'était quoi ça ?» demande Sophie, contenant à peine sa rage, ses mains serrées le long de son corps. Claire hausse les épaules, nonchalante, son thé fumant entre ses doigts. Une erreur de siège, rien d'important, elle n'avait pas sa place là-haut. Sophie plisse les yeux, incrédule. « Tu as vérifié le manifeste? Tu as vu son billet? » Claire ricane, un rire sec, presque théâtral. « Pas besoin, elle n'avait pas l'air d'être à sa place. Tu vois le genre, non? » Le mot « genre » fait tressaillir Sophie, comme une gifle. Elle ouvre la bouche pour répliquer, mais Claire la coupe d'un geste dédaigneux. « Occupe-toi de ton travail, Sophie. Laisse-moi gérer les intrus. » Sophie serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, mais elle ravale sa colère. Elle sort sa tablette, ouvre le manifeste des passagers et ses yeux s'écarquillent. Le nom d'Amara Diop brille en haut de la liste. Siège 1A, première classe, confirmé. Et à côté, une note qui lui coupe le souffle. Épouse d'Antoine Dubois, PDG de la compagnie. Sophie sent son cœur s'accélérer, une vague d'adrénaline montant en elle. Claire, insouciante, continue de plaisanter avec le steward, ignorant la tempête qui se forme. Sophie sort son téléphone, ses doigts tremblants, et tape un message urgent à son superviseur. Incident grève en première classe. Claire Dupont a humilié une passagère. Amara Diop. C'est la femme du PDG. Besoin d'instructions immédiates. Elle appuie sur « Envoyer ». Le souffle court, son pouls battant dans ses tempes. Dans la cabine, Amara, immobile, fixe le dossier du siège devant elle, son sac toujours serré contre son ventre. Son téléphone vibre dans sa poche, un bourdonnement discret qui la tire de sa torpeur. Elle le sort, ses doigts tremblants, et lit un message de son mari, Antoine. « Ça va, ma chérie? Tu es bien installée? » La honte et la colère se mêlent en elle, formant un nœud douloureux dans sa poitrine. Elle hésite, ses doigts planant au-dessus de l'écran, puis tape. Une hôtesse m'a insulté, forcé à changer de siège. Un couple m'a moqué. Je suis en classe économique maintenant. Quelques secondes s'écoulent, une éternité. Puis une réponse. Qui t'a fait ça? Amara, les lèvres serrées, tape. Claire Dupont, l'hôtesse. Et un couple, les Lefebvre. Un silence, puis un dernier message. Numéro du vol. Tout de suite. Elle l'envoie, son cœur battant à tout rompre. Elle connaît Antoine,
un homme discret, méthodique, mais une force de la nature quand il s'agit de protéger ceux qu'il aime. Ce n'est pas fini. Loin de là. À 35 000 pieds d'altitude, une tempête de justice s'apprête à s'abattre, et elle sera implacable. Dans la galerie, Claire rit avec le steward, mimant la démarche d'Amara avec une cruauté désinvolte. « Tu aurais vu sa tête !» s'exclame-t-elle, imitant une expression apeurée. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait s'en tirer en première classe. Le steward glousse, mais Sophie, revenue discrètement, l'observe avec un dégoût palpable. « Tu es sûr que c'était une erreur ?» demande-t-elle, sa voix tendue, presque un grondement. Claire hausse les épaules, indifférente. Ces gens essaient toujours de gruger. Elle a dû trouver ce billet quelque part. Sophie sent la rage monter, une chaleur brûlante dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone grésille, brisant le rire de Claire. « Mademoiselle Dupont, au cockpit, immédiatement !» Claire se fige, son thé suspendu à mi-chemin, ses yeux s'écarquillant. Le capitaine, Marc Laurent, n'appelle jamais une hôtesse, sauf en cas de crise majeure. Elle ajuste son chignon, lisse son uniforme, lance un regard assassin à Sophie et marche vers l'avant de l'avion, ses talons claquant avec une assurance feinte, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. Dans le cockpit, le capitaine la dévisage, son visage impassible, ses yeux durs comme l'acier. Sur l'écran de l'interphone vidéo, un homme en costume sombre, Antoine Dubois, la fixe, ses traits ciselés par une colère contenue, ses lèvres pincées en une ligne fine. Claire sent son estomac se nouer, une sueur froide perlant sur son front. « Mademoiselle Dupont, dit le capitaine, sa voix grave, résonnant comme un verdict. Vous avez humilié une passagère de première classe. Amara Diop, la femme d'Antoine Dubois, PDG de cette compagnie, expliquez-vous. » Claire blêmit, ses jambes vacillant sous elle. Ses années d'arrogance, son assurance blindée, son mépris soigneusement cultivé, tout s'effondre en un instant, comme un château de cartes sous une tempête. Elle a visé la mauvaise personne. Et à 35 000 pieds, la justice s'apprête à frapper, rapide, implacable et sans pitié. Dans la cabine de première classe, l'air est saturé d'une tension électrique, un orage prêt à éclater à 35 000 pieds d'altitude. Claire Dupont, l'hôtesse au chignon impeccable, sort du cockpit, le visage blême, ses talons claquant avec une assurance brisée. Quelques minutes plus tôt, elle a affronté l'écran vidéo où Antoine Dubois, PDG de la compagnie aérienne, l'a cloué au pilori, sa voix froide comme la lame d'un couperet. « Vous avez humilié ma femme », a-t-il dit, chaque mot pesant comme une sentence. « Vous avez vu son billet, vous l'avez vérifié, et pourtant, vous l'avez traitée comme une intruse. Pourquoi ?» Claire, acculée, a balbutié une excuse pitoyable. Une erreur, une confusion. Mais ses mots se sont effondrés face à la colère contenue d'Antoine. Maintenant, elle traverse l'allée, ses mains moites, son souffle court, consciente que chaque regard des passagers est une accusation. Elle doit réparer son erreur, non pas en privé, mais sous les yeux de tous, ceux qui ont ri, ceux qui sont restés silencieux, ceux qui ont laissé Amara Diop, enceinte de 7 mois, être traînée en classe économique comme une criminelle. Mais Claire, loin de plier, sent une rage sourde monter en elle. Comment une femme comme Amara, avec sa robe simple et son châle usé, peut-elle la mettre dans une telle position? Cette injustice, cette révolte contre son autorité attise son orgueil. Elle ignore que la tempête qu'elle a déclenchée est sur le point d'exploser et que chaque pas qu'elle fait vers Amara la rapproche d'un précipice. Dans la classe économique, Amara est assise, immobile, son sac serré contre son ventre rond, un bouclier contre la cruauté du monde. Ses yeux, rougis par l'humiliation, brûlent désormais d'une colère contenue, une flamme qui refuse de s'éteindre. Les mots de Claire, « Ce n'est pas pour des gens comme vous ». Et les rires stridents des Lefebvre résonnent encore dans sa tête, chaque syllabe comme une entaille. Elle n'a pas pleuré, pas cédé à la honte, pas donné à ses bourreaux la satisfaction de l'avoir brisé. Son téléphone vibre, un message d'Antoine. « Reste forte, ma chérie, je m'occupe de tout. » Amara esquisse un sourire, à peine perceptible, mais ses lèvres tremblent. Elle connaît son mari, un homme discret, mais une force implacable quand il s'agit de justice. À cet instant, une passagère, Madame Bisset, une retraitée au chignon argenté, s'approche, son regard plein de pitié. « Ma pauvre », murmure-t-elle, « ces hôtesses se prennent pour des reines. »
Mais son ton, plus condescendant que réconfortant, ne fait qu'accentuer l'isolement d'Amara. Elle hoche la tête, incapable de répondre, et fixe le dossier du siège devant elle, déterminée à ne pas flancher. Dans la galerie, Sophie Martin, l'hôtesse au cœur tendre, observe Claire avec un mélange de méfiance et de fureur. Elle a entendu ses excuses arrogantes. Elle n'avait pas l'air d'appartenir là-haut. Et les mots « ces gens » résonnent comme un écho toxique. Sophie, fille d'immigrés, connaît trop bien ce regard qui juge, ces tons qui condamnent sans réfléchir. Elle s'approche de Claire qui ajuste nerveusement son foulard, ses doigts tremblants, trahissant sa panique. « Tu vas vraiment faire ça ?» demande Sophie, la voix basse mais ferme, comme un défi. « Faire quoi ?» rétorque Claire, son ton sec, presque agressif. « T'excuser, ou tu vas encore prétendre que c'était une erreur ?» Claire lui lance un regard noir, ses lèvres pincées. « Ne commence pas, Sophie, je faisais mon travail. » Cette femme n'avait rien à faire en première classe, point final. Sophie serre les lèvres, retenant une réplique cinglante. Elle sort discrètement son téléphone, active l'enregistrement audio, un geste instinctif. Si Claire persiste dans son déni, ses paroles seront une arme, une preuve accablante. Claire, ignorant qu'elle est enregistrée, marmonne. Elle aurait dû rester à sa place. Ces gens pensent qu'ils peuvent tout avoir. Sophie sent son sang bouillir, mais elle reste silencieuse, son téléphone capturant chaque mot venimeux. Claire, toujours campée sur son orgueil, se dirige vers la classe économique, son pas raide, son visage crispé. Les passagers de première classe qu'elle croise en chemin détournent les yeux, mal à l'aise. Les Lefebvre, eux, sirotent leur champagne, échangeant des sourires satisfaits, inconscients de la tempête qui se prépare. Elle va apprendre sa leçon, murmure Madame Lefebvre, son collier de perles scintillant sous les lumières. Espérons que l'hôtesse mette fin à ce cirque, ajoute son mari, sa voix grave et arrogante. Leur mépris, leur assurance odieuse ferait hurler quiconque les entendrait. Pierre Roland, l'homme d'affaires, ferme son ordinateur avec un soupir agacé, marmonnant. Tout ce drame pour une femme enceinte. Son indifférence, comme une tache sur la conscience collective, amplifie l'injustice. Mais dans l'ombre, un passager, le professeur Martin Leclerc, un homme d'une 50aine d'années, lunettes rondes et veste en tweed, observe la scène. Il était là, en première classe, quand Claire a humilié Amara. Ses poings se serrent, sa mâchoire se crispe. Il a vu son billet, entendu ses protestations, et la honte de son propre silence le ronge. Claire s'arrête devant le siège d'Amara, clearing sa gorge avec une théâtralité forcée, attirant l'attention des passagers voisins. Amara tourne lentement la tête, son regard calme mais perçant, comme une lame cachée sous un voile de douceur. « Madame Diop, » dit Claire, sa voix tendue, dépourvue de chaleur, « il y a eu un malentendu. Je vous invite à retourner à votre siège en première classe. » Les mots sonnent faux, creux, une excuse arrachée sous la contrainte. Amara ne bouge pas, ses yeux scrutant Claire, sondant son âme. « Un malentendu ?» répète-t-elle, sa voix douce mais tranchante, chaque syllabe pesée. Claire hoche la tête, un sourire crispé aux lèvres, ses mains serrées pour masquer leur tremblement. « Oui, une erreur de siège. Je m'excuse pour l'inconvénient. » Les passagers autour échangent des regards, certains choqués, d'autres sceptiques. Madame Bisset murmure. « Quelle hypocrisie !» Un homme en sweat à capuche, écouteurs autour du cou, sort son téléphone, commence à filmer discrètement. La tension monte, palpable, comme un fil prêt à craquer. Amara croise les bras, son calme désarmant contrastant avec la nervosité de Claire. « Vous avez vu mon billet ?» dit-elle, chaque mot un coup précis. « Vous l'avez vérifié. Et pourtant, vous m'avez dit que je n'avais pas ma place. Ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas ?» Un silence glacial s'installe, si lourd qu'il semble étouffer l'air. Les passagers, captivés, retiennent leur souffle. Claire déglutit, ses joues s'empourprant, sa façade d'autorité s'effritant. « J'ai peut-être mal jugé, » bredouille-t-elle, les mots arrachés comme une confession forcée. Mais elle ne s'arrête pas là. Dans une tentative désespérée de se défendre, elle ajoute, sa voix tremblante de rage contenue. « Vous aviez l'air suspecte. Ce n'est pas ma faute si les apparences trompent. » Un murmure scandalisé parcourt la cabine, comme une vague de colère. « Suspecte ?» répète Amara, sa voix montant d'un cran, un feu s'allumant dans ses yeux. « Parce que je suis enceinte? Parce que je portais une robe simple?
ou parce que je ne corresponds pas à votre idée de la première classe. L'audace d'Amara, son refus de plier, fait trembler Claire, dont le visage se décompose. À cet instant, une voix grave s'élève depuis la première classe, coupant le silence comme un coup de tonnerre. Assez. Le professeur Martin Leclerc, jusque-là discret, se lève de son siège, sa silhouette imposante traversant l'allée. Ses lunettes scintillent sous les lumières, son regard brûlant de colère. « Vous osez blâmer cette femme pour votre propre préjugé ?» lance-t-il à Claire, sa voix résonnant dans la cabine, vibrante d'indignation. « Et vous tous, ajoute-t-il, pivotant vers les autres passagers, vous avez regardé une femme enceinte être humiliée, et vous n'avez rien dit. Honte à vous !» Son accusation, comme un éclair, foudroie la cabine. Pierre Roland baisse les yeux, ses doigts figés sur son clavier, mal à l'aise. Les Lefebvre, eux, s'agitent, Madame Lefebvre sifflant. Quel culot! Cette femme a causé tout ce drame. Son mari, les lèvres pincées, renchérit. Elle n'avait rien à faire ici, l'hôtesse faisait son travail. Leurs mots, dégoulinants de mépris, font bouillir le sang des rares passagers qui osent écouter. Martin Leclerc pivote vers les Lefebvre, son regard incandescent. « Vous appelez ça un drame ?» rugit-il. « Une femme enceinte a été traitée comme une criminelle pour avoir occupé un siège qu'elle a payé. Et vous, vous avez ri. Vous êtes complice de cette injustice. » Les Lefebvre blêmistes, mais Madame Lefebvre, refusant de céder, rétorque, sa voix tremblante d'arrogance. « Vous n'avez pas le droit de nous parler ainsi. Nous sommes des clients fidèles. » Ces mots, comme un ultime sursaut d'orgueil, sonnent creux face à la stature morale de Leclerc. Sophie, restée en retrait, serre son téléphone, l'enregistrement capturant chaque parole venimeuse de Claire et des Lefebvre. Amara, toujours assise, observe la scène, son calme olympien contrastant avec le chaos. « Je ne veux pas vos excuses, » dit-elle à Claire, sa voix ferme, presque royale. « Je veux savoir pourquoi vous m'avez ciblé. Et pourquoi eux ?» Elle pointe les Lefebvre. Pense que c'est normal. Claire, acculée, sent la sueur perler sur son front, son assurance s'effondrant comme un château de sable. « Je ne voulais pas, » balbutie-t-elle, mais Amara l'interrompt, implacable. « Vous l'avez voulu, vous m'avez regardé et vous avez décidé que je ne valais rien. » Les mots, simples mais dévastateurs, clouent Claire sur place. Leclerc hoche la tête, approuvant silencieusement. « Vous devez répondre, » dit-il à Claire, sa voix grave. « Et si vous n'avez pas de réponse, alors vous n'avez rien à faire ici. » Les passagers, galvanisés par l'intervention du professeur, commencent à murmurer, certains hochant la tête, d'autres lançant des regards accusateurs à Claire et aux Lefebvre. Madame Bisset, jusque-là passive, murmure « Elle a raison, c'est inacceptable. » Un jeune homme, celui qui filmait, lève son téléphone plus haut, capturant la confrontation. Le clip déjà prêt à envahir les réseaux sociaux. Claire, sentant le contrôle lui échapper, tente une dernière défense, sa voix tremblante de rage et de peur. « J'ai suivi le protocole !» crie-t-elle, désespérée. « Ce n'est pas ma faute si elle ne correspondait pas au profil. » Le mot « profil » déclenche une vague de murmures indignés, un grondement collectif. Sophie, dans l'ombre, arrête son enregistrement, sachant qu'elle tient une preuve accablante. Leclerc secoue la tête, dégoûté. « Le protocole ?» répète-t-il sarcastique. « Vous avez inventé un protocole pour justifier votre préjugé. Et vous, il se tourne vers les Lefebvre. Vous avez applaudi cette cruauté. Vous êtes tout aussi coupable. » Monsieur Lefebvre, piqué au vif, se lève, son visage rouge de colère. « Vous n'avez pas le droit de nous parler ainsi. Nous payons pour ce privilège. » Mais sa voix tremblante manque de conviction face à la colère morale de Leclerc. À cet instant, l'interphone grésille à nouveau, brisant le tumulte. « Mademoiselle Dupont, retournez au cockpit. Immédiatement. » Claire blêmit, ses jambes flageolant. Elle lance un regard désespéré à Amara, puis aux Lefebvre, espérant un soutien, mais ne trouve que des visages fermés, des yeux accusateurs. Dans le cockpit, le capitaine Marc Laurent l'attend, l'écran affichant à nouveau Antoine Dubois, dont le regard semble percer l'âme. « Vous avez aggravé votre cas, » dit Antoine, sa voix glaciale, chaque mot comme un coup de marteau. « Non seulement vous avez humilié ma femme, mais vous avez osé la blâmer. Vous avez jusqu'à l'atterrissage pour réfléchir à vos actions. Ensuite, vous ferez face aux conséquences. » Claire ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle est finie et elle le sait.
Ses années d'arrogance, son mépris soigneusement cultivé, se retournent contre elle comme une lame. Elle quitte le cockpit, les mains tremblantes, chaque pas alourdi par la honte. Dans la cabine, Amara se lève, son sac sur l'épaule, et marche vers la première classe, escortée par Sophie. Les passagers, cette fois, la regardent avec un mélange de respect et de culpabilité. Leclerc lui adresse un signe de tête, un geste de solidarité. Les Lefebvre, eux, détournent les yeux, leur arrogance vacillante. Pierre Rolland, pour la première fois, range son ordinateur et murmure « Je n'aurais pas dû rester silencieux ». Mais Amara ne répond pas. Elle s'assit à sa place près du hublot et ouvre son livre, son calme contrastant avec le chaos qu'elle a déclenché. Son téléphone vibre. On atterrit bientôt. Reste forte. Elle sourit, un éclat de défi dans les yeux. La bataille n'est pas terminée, mais elle a repris le contrôle. À 35 000 pieds, la justice se rapproche et elle sera sans pitié. L'avion amorce sa descente vers Montréal, le bourdonnement sourd des moteurs noyant à peine la tempête de rage et d'indignation qui électrise la cabine. Claire Dupont, recluse dans la galaie, agrippe le comptoir, ses doigts blanchis par la pression, son visage marqué par une peur viscérale. L'appel du cockpit, la voix implacable d'Antoine Dubois, PDG de la compagnie aérienne, promettant une justice sans merci, résonne comme un glas dans son esprit. Elle a tenté de se défendre, de justifier son traitement cruel envers Amara Diop, l'épouse enceinte du PDG, mais chaque parole, chaque tentative de rejeter la faute n'a fait que creuser sa tombe. Son mépris, son arrogance, son refus obstiné d'admettre son erreur l'ont condamnée. Pourtant, même maintenant, une colère sourde bouillonne en elle. Comment une femme comme Amara, avec sa robe modeste et son châle usé, peut-elle menacer tout ce qu'elle a construit? Mais Claire ignore que la justice, portée par la dignité d'Amara et la fureur d'Antoine, s'apprête à s'abattre comme une lame, tranchant non seulement son orgueil, mais aussi celui de ses complices, les Lefebvre, dont les rires cruels vont bientôt se muer en silence honteux. Dans la première classe, Amara, assise près du hublot, fixe l'horizon, son livre fermé sur ses genoux, son ventre rond doucement caressé par ses mains. Son calme, presque majestueux, est une arme plus puissante que les cris. Les passagers, qui ont assisté en silence à son humiliation, la regardent désormais avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Le professeur Martin Leclerc, dont l'intervention a ébranlé la cabine, lui adresse un signe de tête, un geste de respect muet. Pierre Rolland, l'homme d'affaires autrefois indifférent, range ses affaires, ses mains tremblant légèrement, rongées par sa lâcheté. Les Lefebvre, eux, s'agitent dans leur siège, leur arrogance fissurée. « C'est une mascarade ?» siffle Madame Lefebvre, son collier de perles s'emmêlant dans ses gestes nerveux. Cette femme manipule tout le monde. Son mari, les lèvres pincées, murmure « Nous sommes des clients fidèles, ils ne peuvent pas nous toucher. » Leur aveuglement, leur mépris odieux, ferait hurler de rage quiconque les entendrait. Ils ignorent que leur rôle dans l'humiliation d'Amara, leurs insultes, leurs rires, va les précipiter dans une disgrâce publique, un châtiment aussi implacable que celui qui attend Claire. Sophie Martin, l'hôtesse au cœur juste, se tient à l'écart, son téléphone serré dans sa main, l'enregistrement de Claire, ses paroles venimeuses, son mépris pour « ces gens », comme un poignard prêt à frapper. Elle a vu trop d'injustices étouffées, trop de passagers jugés pour leur apparence, mais cette fois, elle tient une preuve accablante. Elle croise le regard de Claire, qui, les yeux brillants de panique, murmure « Tu vas me trahir, c'est ça ?» Sophie, froide, répond « Tu t'es trahie toute seule, Claire. Tes mots te suivront. » La phrase, comme un couperet, fait vaciller Claire. À cet instant, l'interphone grésille à nouveau. « Mademoiselle Dupont, restez à bord après l'atterrissage. La sécurité vous escortera. » Claire sent son souffle se couper. « Escorter ?» Le mot, lourd de menaces, pulvérise ce qui reste de son assurance. Elle s'effondre sur un tabouret, les mains tremblantes, son uniforme impeccable désormais taché de sueur, un symbole de son autorité brisée. L'avion touche le sol dans un grondement sourd, le signal des ceintures s'éteint et les passagers se lèvent, pressés de fuir l'atmosphère étouffante. Mais une tension palpable retient leur regard. Les portes s'ouvrent et deux officiers de sécurité en uniforme montent à bord, leur visage de marbre. Les murmures s'amplifient, un mélange de curiosité et de malaise.
Ils traversent la première classe, ignorant les Lefebvre, qui se tassent dans leur siège, leur visage blême, et s'arrêtent devant la Galley. « Mademoiselle Dupont, dit l'un d'eux, sa voix résonnant comme un verdict, suivez-nous. » Claire, livide, avance, ses talons claquant faiblement. Chaque pas une épreuve. Les passagers l'observent, certains avec un sourire narquois, d'autres avec un mépris non dissimulé. En passant devant Amara, elle croise son regard. Amara, immobile, la fixe, sans triomphalisme, sans haine, juste avec une dignité qui rend l'humiliation de Claire insoutenable. « Ce n'est pas juste, » murmure Claire, sa voix brisée. L'officier, impassible, répond. « Monsieur Dubois a requis une enquête. Vous serez interrogé. » Les mots s'abattent comme une sentence. Claire, escortée hors de l'avion, sent le poids des regards, ceux de l'équipage, du capitaine Marc Laurent, qui secoue la tête, et même de Madame Bisset, qui murmure « Elle l'a cherché ». Dans le terminal, l'atmosphère vibre d'une énergie fébrile. Amara, guidée par Sophie, est conduite au salon de première classe, un havre de luxe aux fauteuils de cuir et aux lumières chaudes. Elle s'assied, son téléphone vibrant d'un message d'Antoine. « Reste là, j'arrive. » Elle hoche la tête, un éclat déterminé dans les yeux. Quelques minutes plus tard, les portes vitrées s'ouvrent et Antoine Dubois entre, sa silhouette imposante emplissant l'espace. Son costume sombre, taillé sur mesure, souligne son autorité naturelle, celle d'un homme dont chaque mot pèse. Les rares passagers du salon lèvent les yeux, intimidés. Il s'approche d'Amara, l'observe un instant, ses yeux scrutant les siens, cherchant des traces de douleur. Puis il la serre dans une étreinte brève mais ferme. « Tu vas bien ?» demande-t-il, sa voix grave mais douce. « Je suis intacte. » répond-elle, un sourire discret aux lèvres, mais ses yeux brillent d'une colère contenue. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas gagné. Antoine hoche la tête, une lueur de fierté dans le regard. Ça, je le savais. Il s'assoit et Amara raconte tout. L'agressivité de Claire, ses excuses hypocrites, les moqueries des Lefebvre, le silence complice des passagers et l'intervention héroïque de Martin Leclerc. Antoine écoute, son visage impassible, mais ses mains serrées trahissent une rage profonde. Lorsqu'elle mentionne les paroles de Claire, « Vous aviez l'air suspecte », il frappe du poing sur la table, faisant tressaillir un serveur à proximité. « Elle est suspendue », dit-il, la voix basse mais tranchante. « Et ce n'est que le début. » Amara hausse un sourcil, son calme contrastant avec la fureur de son mari. Juste suspendu, Antoine esquisse un sourire froid. Pour l'instant, elle aura une chance de s'expliquer, mais elle creuse sa propre tombe. Et les Lefebvre. Il tend son téléphone, montrant un post sur un réseau social. Madame Lefebvre, dans une tentative désespérée de se défendre, a publié une diatribe venimeuse. Scandale à bord. Une femme insolente a semé le chaos en première classe, manipulant tout le monde. Honte à elle et à ses défenseurs. Le post, partagé par des centaines d'utilisateurs, est accompagné de commentaires haineux. Elle n'avait rien à faire là. Ces gens veulent tout voler. Amara sent la rage monter, mais Antoine pose une main sur son bras. Ils ont signé leur arrêt de mort, dit-il. Notre équipe de communication prépare une réponse. Ils ne s'en relèveront pas. Dans une salle de réunion austère du terminal, Claire fait face à deux cadres de la compagnie, dont Isabelle Moreau, une femme au regard glacial, responsable des ressources humaines. Isabelle pose un dossier épais sur la table, ses doigts tapotant le papier avec une précision menaçante. « Vous réalisez l'ampleur de votre faute ?» demande-t-elle, sa voix coupante comme une lame. Claire, les mains moites, hoche la tête, son assurance envolée. « C'était une erreur », commence-t-elle, mais Isabelle l'interrompt. « Une erreur? Vous avez humilié l'épouse d'Antoine Dubois, et ce n'est pas tout. » Elle ouvre le dossier, révélant des plaintes de passagers s'étalant sur des années. Hôtesse arrogante, m'a jugé sur mon apparence. A vérifié mon billet 3 fois, mais pas celui des autres. Claire blêmit, la gorge sèche. Je n'ai jamais vu ces plaintes, balbutie-t-elle. Isabelle ricane, un rire sec et sans pitié.
parce que personne n'a insisté pour qu'elle soit examinée, jusqu'à maintenant. Elle marque une pause, puis ajoute « Et vos complices, les Lefebvre, n'ont pas aidé. Leur poste sur les réseaux sociaux est une catastrophe. » Claire sent le sol se dérober. Les Lefebvre, dans une tentative pathétique de sauver la face, ont contacté un cadre subalterne avant l'atterrissage, proposant une somme d'argent pour étouffer l'affaire. Isabelle, indignée, a refusé, mais leur audace, croire que leur richesse pouvait effacer leur cruauté, attise la colère de tous. « Ils sont bannis de nos vols, » dit Isabelle, sa voix tranchante. « Et vous, Claire, vous êtes suspendue sans solde, en attente d'une audience. Suivez une formation sur les préjugés, prouvez que vous pouvez changer, ou c'est la fin de votre carrière. » Claire hoche la tête, accablée, mais intérieurement, elle résiste. Elle ne peut pas être la seule fautive, n'est-ce pas? Elle pense aux Lefebvre, à leur arrogance, à leur argent, et une amertume toxique monte en elle. Pourquoi devrait-elle payer seule? Pendant ce temps, dans le salon, Martin Leclerc rejoint Amara et Antoine, serrant la main de ce dernier. « J'ai rédigé une déclaration, » dit-il, tendant une lettre manuscrite. « Je témoignerai. Ce qui s'est passé est une honte pour votre compagnie. » Antoine hoche la tête, son regard sombre. « Votre voix sera entendue. » Sophie arrive, tendant une clé USB. « L'enregistrement de Claire, » murmure-t-elle. « Elle admet tout. » Antoine prend la clé, ses yeux s'assombrissant. Ça scellera son sort. Mais l'outrage atteint son apogée lorsque le post des Lefebvre explose sur les réseaux sociaux, partagé par des comptes influents dénonçant leur comportement. Antoine, en réponse, publie un communiqué cinglant. « Notre compagnie condamne toute discrimination. Les passagers impliqués dans l'incident sont bannis à vie. De nouvelles politiques garantiront l'équité pour tous. » Le communiqué, relayé par des milliers d'utilisateurs, déclenche une vague de soutien pour Amara et un déluge de critiques contre les Lefebvre. Madame Lefebvre, paniquée, tente de supprimer son poste, mais les captures d'écran circulent, leur réputation anéantie. Les commentaires fusent. Honte à eux. Justice pour Amara. Le nom des Lefebvre, jadis synonyme de privilège, devient un symbole de disgrâce. Claire, assignée à une formation sur les préjugés, résiste d'abord, convaincue qu'elle est victime d'une chasse aux sorcières. Mais lors d'une session, une formatrice, une femme d'origine maghrébine, raconte son expérience d'être jugée pour son apparence à bord d'un vol. Ces mots, comme un miroir, forcent Claire à affronter la vérité. Elle repense à Amara, à ses propres paroles. « Vous aviez l'air suspecte. » Et pour la première fois, la honte surpasse sa colère. Elle pleure, non pas pour sa carrière, mais pour la personne qu'elle est devenue, pour les jugements qu'elle a portés, pour les vies qu'elle a peut-être brisées. Lors de l'audience finale, dans les bureaux de la compagnie, Amara et Martin Leclerc témoignent. L'enregistrement de Sophie, diffusé devant le conseil, expose le mépris de Claire, ses mots crus résonnant dans la salle silencieuse. Pierre Roland, convoqué, admet sa passivité, la voix tremblante. « J'aurais dû parler. » Madame Bisset, présente, murmure. « Nous avons tous failli. » Claire, brisée, prend la parole. « J'ai eu tort, dit-elle, les larmes aux yeux. Je veux changer, pas juste pour mon travail, pour moi. » Amara, impassible, la fixe. « Alors prouvez-le, répond-elle, sa voix ferme, un défi clair. » Antoine, président la réunion, annonce. « Vous êtes réintégré, en probation, à un rang inférieur. Un seul faux pas. Et c'est fini. » Claire hoche la tête, reconnaissante mais consciente du chemin à parcourir. Amara et Antoine quittent la réunion, côte à côte. « On a changé les règles, » dit-il, mentionnant les nouvelles politiques anti-discrimination et une campagne de sensibilisation. Amara sourit, un éclat de triomphe dans les yeux. « C'est plus grand que nous, maintenant. » Dans le terminal, les Lefebvre, bannis, tentent de fuir les regards accusateurs, leurs valises de marque traînant derrière eux comme des chaînes. Pierre Roland, croisant Amara, murmure « Je m'en veux. » Elle hoche la tête sans répondre. Sophie, promue pour son courage, lui serre la main, les yeux brillants. Martin Leclerc, en partant, lance « Vous êtes une force, Madame Diop. » Amara, regardant l'horizon à travers les baies vitrées du terminal, sait que ce n'est qu'un début.
La justice a triomphé, mais le combat pour l'équité brûle encore, plus vif que jamais. À 35 000 pieds, elle a affronté l'injustice et en est sortie grandie. Un symbole pour tous ceux qui refusent de plier face au mépris. L'histoire d'Amara Diop, une femme enceinte humiliée à bord d'un vol Paris-Montréal pour avoir osé occuper un siège de première classe, est un cri d'indignation qui résonne profondément dans le cœur de quiconque chérit la justice et l'égalité. Ce récit, tissé de colère, de résilience et de rédemption, est plus qu'une simple anecdote. C'est un miroir tendu à notre société, un appel à l'introspection et à l'action. En tant que Français, nourris d'une culture qui célèbre les idéaux de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, cette histoire nous touche au plus profond, nous pousse à questionner nos propres comportements et à tirer des leçons pour transformer notre quotidien. À travers les 3 chapitres de cette saga, nous sommes plongés dans un tourbillon d'émotions. Rage face à l'injustice, admiration pour la force d'Amara, honte devant la passivité des témoins et espoir face à la justice rendue. Voici une réflexion sur les sentiments suscités par cette histoire, les leçons qu'elle offre, et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies, suivies d'un appel vibrant à l'action. Dès les premières lignes, une colère brûlante s'empare du lecteur. L'image de Claire Dupont, hôtesse de l'air drapée d'une autorité arrogante, s'acharnant sur Amara, une femme enceinte, est insupportable. Ces mots « Ce n'est pas pour des gens comme vous » et son mépris pour l'apparence modeste d'Amara réveillent une indignation universelle. En France, où l'égalité est une valeur cardinale, cette scène heurte nos convictions. Comment, dans un espace censé incarner le raffinement, une femme peut-elle être jugée sur son apparence et son statut perçu? Cette injustice est d'autant plus révoltante qu'elle est publique, orchestrée devant une cabine de spectateurs silencieux, complices par leur inaction. Les rires cruels des Lefebvre, ce couple arrogant qui moque Amara, amplifient cette rage. Leurs insinuations. Elle a probablement volé ce billet. Sont des coups portés non seulement à Amara, mais à quiconque a jamais été jugé pour ne pas correspondre. Cette colère atteint son paroxysme dans le 2e chapitre, lorsque Claire, loin de s'excuser sincèrement, ose blâmer Amara, la qualifiant de suspecte. Ces mots, lourds de préjugés, reflètent une mentalité toxique qui divise le monde en ceux qui appartiennent et les autres. En tant que Français, nous sommes particulièrement sensibles à cette discrimination, car elle contredit l'idéal républicain d'égalité. Mais au-delà de la colère, l'histoire suscite une admiration profonde pour Amara. Sa dignité face à l'humiliation, son refus de craquer sous les insultes, et sa capacité à confronter Claire avec un calme olympien sont inspirants. Elle incarne une résilience qui évoque, dans la culture française, des figures comme Simone Veil ou les résistants, des individus qui, face à l'adversité, se dressent avec courage. Cette admiration culmine dans le 3e chapitre lorsqu'Amara, lors de l'audience finale, fixe Claire et lui lance « Prouvez-le ». Ces mots, simples mais puissants, sont un défi à la responsabilité, un appel à la transformation. Ils nous rappellent que la justice ne se limite pas à punir. Elle exige un changement authentique. L'histoire d'Amara offre plusieurs leçons, chacune applicable à notre quotidien. La première est l'urgence de combattre les préjugés. Claire a jugé Amara sur son apparence, une robe simple, un châle usé, sans vérifier son billet, révélant un biais profondément enraciné. En France, où la diversité est une réalité quotidienne, nous devons nous interroger. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sur son apparence, son accent ou son origine? Cette histoire nous pousse à suspendre nos jugements, à écouter, à vérifier avant de conclure. Comme le montre la formation suivie par Claire, reconnaître ces biais est douloureux mais nécessaire. Nous pouvons appliquer cette leçon dans nos interactions quotidiennes, que ce soit dans le métro parisien, au marché ou au travail, en nous efforçant de voir chaque individu comme un égal, digne de respect. La deuxième leçon concerne la responsabilité collective. Le silence des passagers, leur refus d'intervenir, a permis à l'injustice de prospérer. En France, où la solidarité est une valeur chère, ce silence est une trahison. L'intervention de Martin Leclerc, qui dénonce non seulement Claire mais aussi les spectateurs passifs, est un rappel. Nous avons tous un rôle à jouer face à l'injustice. Que ce soit dans une salle de classe, un bureau ou une rue, nous devons trouver le courage de parler, de défendre ceux qui sont injustement ciblés. Cette leçon s'applique aussi aux réseaux sociaux,
où les Lefebvre ont tenté de salir Amara. Leur échec face à la réponse virale d'Antoine montre que la voix collective, lorsqu'elle s'élève, peut renverser les puissants. Enfin, l'histoire enseigne la valeur de la rédemption, mais seulement lorsqu'elle est sincère. Claire, contrainte à une formation, ne change qu'après avoir affronté la vérité sur ses actions. Sa confession « Je veux changer, pour moi » est un pas, mais c'est à Amara qu'elle doit sa seconde chance. Cette dynamique reflète une valeur française, la croyance en la possibilité de rédemption, mais uniquement à travers un effort authentique. Dans nos vies, cela signifie offrir une chance à ceux qui reconnaissent leurs erreurs, tout en exigeant qu'ils prouvent leur changement par des actes. Ces leçons ne sont pas abstraites. D'abord, pratiquons l'auto-examen. Prenons un moment chaque jour pour réfléchir. Ai-je jugé quelqu'un trop vite? Ai-je ignoré une injustice par confort? En France, où l'introspection est valorisée, cet exercice peut devenir une habitude, cultivant l'empathie. Ensuite, engageons-nous activement. Comme Martin Leclerc, soyons prêts à intervenir, même si cela dérange. Cela peut être aussi simple que soutenir un collègue injustement critiqué ou signaler un comportement discriminatoire. Enfin, promouvons le changement systémique. L'histoire se termine par de nouvelles politiques anti-discrimination. Nous pouvons imiter cet exemple en plaidant pour des formations sur les préjugés dans nos écoles, entreprises ou communautés, en votant pour des politiques d'égalité ou en organisant des débats locaux. Appel à l'action. Si l'histoire d'Amara vous a touché, si elle a éveillé en vous une colère face à l'injustice ou une admiration pour sa résilience, agissez maintenant. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien, partagez-la pour inspirer d'autres et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire qui défie les préjugés. Laissez un commentaire. Écrivez « Justice pour Amara » pour honorer sa force et tous ceux qui se dressent contre l'injustice. Dites-nous d'où vous regardez et partagez vos propres expériences. Ensemble, faisons de cette histoire un mouvement, un appel à un monde plus juste où chacun a sa place sans distinction.